Hey guys, welcome back dans cette nouvelle vidéo des 12 règles d'or de l'animation, une série qui est cofinancée, je le rappelle, par le CNC, alors merci à eux. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le principe du timing, qui est un principe super important. On va voir tout de suite ce que Frank and Ollie, d'ailleurs, je dis tout le temps Frank and Ollie, c'est parce qu'on les appelait comme ça à l'époque, dans les studios, ils étaient toujours ensemble, on les appelait Frank and Ollie. D'ailleurs, il y a ce super documentaire qui existe, qui a été fait à la fin de leur vie, où ils retracent toute leur carrière, ils expliquent toute leur philosophie, et ils parlent de comment ils ont écrit le livre. Ree, What? I can't find that damn drawing. You want me to help you? Yes. Alright, just a minute. En plus, c'est filmé en pellicule, les images sont magnifiques, je vous le conseille énormément, je vous mets un lien en description si vous voulez vous le procurer. Donc voilà, petite info croustillante, fun fact, le saviez-vous? Dans le cartoon Mickey perd la tête, une parodie de Frankenstein, le singe savant fou s'appelle Frank and Ollie. Dr. Frankenolly at your service. You're here for the job. Voilà, petite info, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez. On regarde tout de suite ce que Frank and Ollie nous disent sur le timing. Le nombre de dessins utilisés dans un mouvement détermine le temps que l'action durera à l'écran. Bon bah voilà. Ouais, pas la peine d'aller plus loin. On a un timing serré aujourd'hui en plus. Donc le timing, c'est la façon dont on va déterminer la durée d'un ou plusieurs mouvements. En fait, puisque la fréquence d'image au cinéma ne change pas, elle est toujours de 24 images par seconde, et bien plus on va rajouter de dessins dans un mouvement, plus ce mouvement va être lent. Et moins il va y avoir de dessins, plus ce mouvement va être rapide. Par exemple, si je dessine deux cercles éloignés. Si j'intervalle avec, disons, 5 dessins, la balle va aller très vite de la position A à la position B. C'est un timing rapide. Mais si je rajoute des dessins entre... Voilà, on a maintenant 24 dessins. Le mouvement est beaucoup plus lent. Et comme il y a 24 dessins, ça veut dire que le mouvement dure 1 seconde, alors que l'autre durait un quart de seconde. Donc ce qu'on dit, c'est que plus il y a de dessins, plus le mouvement est lent. Et là, on a mes dessins qui sont intervallés de façon constante. Donc qu'est-ce qui se passe si je déplace mes dessins de chaque côté vers les poses extrêmes? Alors on va retrouver notre principe du slow in et du slow out. Parce que slow, ça veut bien dire en anglais lent, lentement. Donc l'idée de rajouter des dessins pour avoir une partie du mouvement qui va être plus lent, c'est cette idée du slow in et du slow out, que ce soit au début ou à la fin, il va y avoir un ralentissement, donc plus lent, ou une accélération. On part de lent vers un mouvement plus rapide. Et ça va aussi aider à rendre le mouvement plus doux pour le spectateur. Et à ce moment-là, en fait, on joue avec ce qu'on appelle le spacing. C'est un petit peu le binôme du timing. Le spacing, c'est la distance qu'il y a entre deux dessins. Pour autant, la durée du mouvement est exactement la même. Le timing est le même, mais le spacing est différent. Et parfois, on peut mélanger les deux termes, parce que si par exemple ton superviseur d'anime ou ton lead te demande de réduire un peu le timing de ton anime, en général, ça veut dire qu'il veut que le mouvement aille plus rapidement. Okay, et donc pour que le mouvement soit plus rapide, tu vas enlever des dessins. Et si tu enlèves des dessins, tu augmentes le spacing. C'est QFD. Et les poules seront bien gardées. En général, plus on va aller dans des timings extrêmes, plus on va s'éloigner d'une animation réaliste. Et on va même créer un effet comique. Si par exemple une animation avec un timing très rapide. Ah, tasty. Et au contraire, voici un exemple d'un timing très lent. Déterminer son timing en animation, c'est décider à quelle vitesse on va passer d'une pose A à une pose B. Mais là où ça va commencer à réellement être intéressant, c'est quand on va placer des timings différents selon les différentes parties du corps. Chaque partie du corps va bouger avec un timing différent. C'est à ça que servent d'ailleurs les chartes de timing qu'on voit sur le côté parfois des feuilles d'animation. C'est les différentes parties du corps qui ont leur timing et leur spacing spécifique. C'est là qu'on va commencer à créer du contraste visuellement et créer un véritable rythme
dans ton animation. C'est pour ça que Walt Disney disait que c'était une très bonne chose de savoir danser pour être un animateur. Quand on fait 24 dessins par seconde, on dit qu'on anime à l'image. Mais il arrive très souvent qu'on divise le travail par 2 et qu'on ne fasse que 12 dessins par seconde. Pour des raisons économiques ou de temps, on dit alors qu'on anime à 2 images. Et ça reste quand même assez fluide visuellement, c'est pour ça qu'on fait cette économie. Mais c'est surtout valable pour des mouvements qui sont assez lents ou de vitesse normale. Parce que pour les mouvements rapides, ça veut dire qu'il y a moins de dessins entre les pauses, et donc ça veut dire que le spacing est plus grand et que ça risque de popper visuellement. Donc en général, ce qu'on fait, c'est que pour les mouvements rapides, on ne se pose pas de questions et on anime à l'image. Truly marvelous, with only a touch. Et quand les mouvements redeviennent plus lents, on repasse à 2 images. Et particulièrement quand il y a des mouvements de caméra, on évite d'animer un personnage à 2 images quand le mouvement de caméra est lui à 24 images secondes. Sauf dans le cas de Spider-Verse, où il y a une volonté artistique d'animer le personnage de Miles Morales à 2 images, alors que le décor bouge normalement à l'image. Cela crée un décalage de Miles avec son environnement, dénotant son manque de maîtrise. En comparaison, Peter Parker lui est animé à l'image parce qu'il est à l'aise dans ses mouvements. Ils sont plus fluides car plus maîtrisés. Puis dans la suite, Across the Spider-Verse, il y a l'apparition d'un nouveau personnage, Spider-Punk, qui est non conformiste, voire anarchiste, donc complètement en décalage avec son environnement et les autres personnages. C'est pour ça qu'il avait des règles très spécifiques d'animation. Il n'est pas animé à 1 ou 2, mais à 3 images. Et à l'inverse, le Spider-Man Insomniac, qui vient de l'univers du jeu vidéo, est le seul personnage animé à l'image, car il est le seul à venir d'un monde à 60 images secondes. Et de façon générale, quand il y a un défilé en décor, on garde l'animation du personnage et le mouvement de caméra à l'image. D'ailleurs, c'est à ça que servent les réglettes de mon disque d'animation. J'en ai 2, en haut et en bas avec des perforations. Celle du haut, c'est celle où il va y avoir le décor. Et si je dévisse, voilà, je peux glisser la réglette millimètre par millimètre. Je vais pouvoir décaler mon décor image par image, pendant que j'anime le personnage sur la réglette du bas. See this one, the foot's off the ground. Now we take one picture. This next one, the foot's down. You see? D'ailleurs, j'ai toujours adoré les réglettes et les perforations comme ça sur les feuilles. Je trouve ça hyper graphique. Puis c'est un truc que seuls les initiés connaissent en fait. Ça me donne trop une idée de tatouage. Où est-ce qu'on en était ? Ah oui, défilant décor. En fait, les seuls qui se permettent de créer cette déconnexion entre un personnage qui va être animé à 2 images et un décor qui va défiler à 24, ce sont les Japonais. On voit comment le décor bouge à chaque image, alors que le personnage, lui, est animé toutes les 2 images. Et une des principales différences entre l'animation japonaise et l'animation occidentale, ça va être le timing. Dans la plupart des animés, et même dans les films des studios Ghibli, pour un mouvement, on va dire à vitesse normale, l'animation est faite à 3 images. C'est-à-dire que chaque dessin va rester 3 images à l'écran. Par exemple, dans Princesse Mononoke, mon préféré, on voit bien Ashitaka qui marche à 3 images. Alors qu'en arrière-plan, on a Dame Eboshi et San qui se battent à 2 images. Alors que les mouvements sont très rapides. Mais c'est compensé par des blurs. Puis derrière, ils sont à 0 de timing, quoi. Et ce qui va être beau, c'est que ça va être parfois l'intensité d'un mouvement qui va avoir une incidence sur la fréquence d'image.
Par exemple, sur ce plan, San, bien que ses mouvements ne soient pas particulièrement rapides, est animé à 2 images. C'est à cause de l'intensité, à cause de la tension qu'il y a dans son mouvement. Et là, quand la tension entre les 2 épées va être très forte, la vibration des épées va être animée à l'image, pour ressentir cette force. Et ce qui va être très beau dans Princesse Mononoke, et qui est présent aussi dans d'autres films de Miyazaki, c'est que l'animation à l'image va servir à tout ce qui est plus fort que les personnages, à tout ce qui est lié à la magie, à la malédiction. Ça va créer en fait cette différence visuelle qui va différencier avec le personnage, comme si elle appartenait à un autre espace-temps, quoi. Et c'est pour ça que cette variation du nombre d'images par seconde n'est pas simplement faite pour des raisons économiques, surtout chez Miyazaki. Elle est plutôt là pour générer chez le spectateur des sensations et des émotions différentes selon les mouvements. Et pour moi, c'est ce jeu sur le timing qui rend les mouvements des animés si poétiques. Après, voilà, moi je suis pas un spécialiste de l'animation japonaise, mais je connais quelqu'un qui l'est. Pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je sais pas, je me trouvais dans ton salon comme par hasard. Je me suis dit faisons une interview. Toi t'es animatrice à la base, mais surtout aujourd'hui t'es storyboardeuse, réalisatrice. C'est 3 domaines qui demandent de maîtriser le timing en tout cas. Et en fait dans ton boulot aujourd'hui de réalisatrice ou quand tu fais tes animatiques, c'est quoi ta méthode pour timer des séquences ou des animes? Mes premiers jobs, c'était Cara Design chez Marathon, le studio qui avait fait notamment Totally Spies. En fait, on s'est retrouvés à Marathon parce qu'on avait vachement la culture animée. Ouais. C'était un des seuls bastions à l'époque, même si on faisait des séries mainstream, mais c'était un des seuls studios où on pouvait s'en donner à cœur joie pour faire des trucs qui étaient graphiquement de notre culture, un peu animation japonaise. Et en fait, ça a créé une espèce de pépinière, je pense, de talents à l'époque, enfin de jeunes talents en fait, qui voulaient réussir à produire en France des séries comme celles qui nous avaient vu grandir et marquer, quoi. Et qu'est-ce qui était important dans ces séries-là? C'était les histoires racontées, mais aussi c'est vrai que la manière dont les mouvements se déployaient était d'une culture différente que celle qu'on avait reçue des films Disney, enfin de tout ce qui venait des États-Unis. Donc ça a créé en fait un pôle de curiosité important. Je vais dire pour dire un peu ma génération, mais vu qu'on a eu les rênes de plus en plus et cette envie de contrôler dès le storyboard la manière dont va se dérouler le dessin animé, en fait on a de plus en plus commencé à travailler sous forme d'animatique. Mais moi, mes premiers boards, je les ai faits avec Toon Boom Storyboard Pro, donc un logiciel qui te permet d'éditer ton storyboard sous forme de vidéo, donc sous forme d'animatique. Et on avait, donc c'était sur Loli Rock, donc de retour à Marathon après toutes ces années. Et... Non, pas Sailor Moon. Je savais pas qu'elle était posée. Je la vois depuis tout à l'heure. C'est leur comment? Sailor Boom. Oui, t'es grosse fan de Sailor Moon en fait. Pas du tout. Voilà. Tu utilises beaucoup? Toujours. J'ai depuis les gobelins, celle-là. Petit à petit, il y a eu la démocratisation des storyboards sous forme d'animatique, mais moi, c'est comme ça que j'ai appris à border. En fait, j'ai appris à border en utilisant du son, c'est-à-dire des voix témoins principalement, sur lesquelles je me suis basée pour faire les actings des personnages. Where am I? What am I doing here? And why did you put me in this thing? As if you don't know. No, tell me. And tell me who you are. I demand to know. Nice try, Praxina. Who's Praxina? Quand je suis arrivée à Bobby, donc j'ai retrouvé mon pote Balak, notamment, et d'autres artistes qui, en fait, avaient surdéveloppé cette technique de travailler sur du son pour avoir une espèce de rough d'épisode uniquement sur bande-son, en fait. Vu qu'on a pas mal travaillé sur des formats courts, que ce soit sur Monsieur Flap ou Pipoudou,
en fait, et qui était basé sur de la comédie et notamment sur du gag. Le gag, c'est extrêmement précis en termes de timing. Des fois, à une frame près, ça marche moins bien, quoi. Ouais. Donc, l'idée de ces montages son, c'était aussi parce qu'en room d'écriture, ils testaient les blagues à l'oral. Ouais. Pour voir si ça marchait. Et l'idée d'avoir un montage son, c'était aussi pour voir si ces gags peuvent marcher visuellement. Rio, quoi! Ouais! Wouhou! Allez, viens, Filou! Et parfois, tu fais même la musique à la voix. Eh ben, en fait, je fais tout à la voix, c'est-à-dire que ce soit une explosion, un souffle. Il y a quelques années de ça, j'ai travaillé sur un projet de série tiré d'un manga de vulgarisation scientifique qui s'appelle Manga Science, qui est vachement bien, je vous recommande, même s'il n'est plus édité en France, il faut le trouver maintenant dans des médiathèques ou des trucs comme ça. Et l'idée, c'était de faire une adaptation pour un public un peu plus international, et notamment, à la fin, je voulais absolument qu'il y ait une chanson. À ce moment-là, il n'y avait pas de création musicale, donc tu l'as composé. C'est pas vraiment de la compo, mais je me suis dit, bon, il faudrait qu'il y ait un truc à base de... sur ce rythme-là, et puis ce serait mélodique, alors ça fait un truc à base de tananin, quoi. Come on, science seekers, that's a mission for us! Manga science! Curiosity is power. Duh. Voilà. Mais comme ça te permet d'avoir une idée hyper précise en fait du timing et du rythme de la séquence. C'est ça, en fait, ça me permet de musicaliser le temps de narration, en fait. Ouais. Donc il y a un musicien qui a fait... Donc, qui s'est basé sur ton nanana. Qui s'est basé sur mon nanana et donc qui a gardé le même BPM. Ouais. BPM on trouvera la définition. Le tempo, quoi. Le tempo, ouais. Exactement. Je crois que c'est une mission pour nous. Bon, toi, t'as une particularité, c'est que t'es une des rares artistes françaises à avoir pu bosser au Japon et à l'époque où c'était du papier. Oui, c'est ça. En fait, j'ai travaillé au Japon à une époque un peu préhistorique où c'était encore... Alors, il y a encore beaucoup de prods qui sont sur papier. Hein. Oui. Mais c'est de plus en plus, c'est de plus en plus démocratisé d'avoir... notamment tout le travail d'intervalle et de mise en couleur fait de manière numérique, en fait. Et t'as des dessins que tu peux nous montrer ? Oui, j'ai des vieilleries. En l'an de grâce 2008 environ, je suis partie au studio Satellite au Japon où il y avait déjà des camarades qui avaient commencé à travailler sur un projet de série. Il y a beaucoup de Français ici à Satellite parce que je les ai appelés pour fabriquer Basquash. J'avais besoin d'une équipe plus grande, donc j'ai appelé des amis français. Moi, je suis venue d'abord 3 mois pour faire un stage. J'étais déjà animatrice en France, j'avais travaillé sur Persepolis. Mais là, en fait, l'idée, c'était vraiment d'apprendre la technique depuis zéro, technique de comment on fait du dessin animé au Japon. Et donc, j'ai commencé par apprendre à faire des cleans. Ouais. Des cleans et des intervalles. Donc, j'ai retrouvé 2-3 trucs d'époque. On m'avait donné des dessins que je m'étais entraînée à cleaner. En fait, ce même dessin, je l'avais fait une première fois, là. Et la chef de clean, elle m'avait fait des petites corrections. Elle m'a dit « Ouais, là, le trait, il est pas bien parce que... » Ah ouais. En fait, il faut pas que ça dépasse. Le trait rouge, là, il n'était pas dans la continuité des autres traits. Celui-là aussi, cette mèche, c'était pas bien parce que je crois que c'était pas tout à fait la bonne interprétation du Genga d'origine.
Et celui-là, il était réussi. Celui-là m'a dit oui, c'est bon, c'est validé. Donc c'est un travail de précision sur papier, en sachant que des trucs qui ont l'air pas durs, ça c'est méga dur à cleaner en fait. Hein. Bah oui, c'est des grands arcs. C'était super dur. Donc d'abord, je suis passée par toute cette étape d'apprentissage du trait. Et là, t'as des chartes de timing là. Ouais, mais en fait, alors je te dis, hein, c'est des artefacts. Je sais plus exactement d'où viennent les feuilles que j'ai retrouvées. Est-ce que c'était des trucs ratés? Est-ce que c'est des sujets de discussion avec mon chef Doga à l'époque? Doga, c'est toute la partie clean et intervalle pour dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, je sais plus. D'accord. Tu vois, des trucs comme ça sur lesquels... Mais en fait, à l'époque, moi, pour arriver à des résultats pareils, ça m'est arrivé de passer 4 heures sur des dessins, quoi. En ratant, en recommençant, c'était l'enfer. Mais c'était trop bien. Après, j'ai réussi à faire quelques plans d'anime. Alors, pas beaucoup, quand même, parce que sur un an, tout ça s'est passé très vite. Tiens, voilà, je vais essayer de te retrouver peut-être celui-là. Donc ça, c'est des notes que j'ai fait par rapport au brief que j'ai fait avec le réalisateur. Et, tu vois, il y a des temps qui sont indiqués, quand même. C'est assez précis. Donc ça, numéro de plan, description de l'action... Alors c'est bien différent des storyboards animatiqués que je t'ai montré, mais il y a absolument toutes les infos. Il y a les dialogues, il y a les temps. Voilà. Donc ça c'était... Ah ben voilà, c'était les refs que j'avais fait par rapport à ce plan. Donc là, ce qui serait drôle, c'est si j'arrivais à le retrouver. Alors sur les layouts, c'est marrant. Donc là, il y a certaines copies couleurs. Le reste sont en noir et blanc. Donc ça, tu vois, c'est les corrections. Là, je passe vite parce que je cherche le plan en question. Mais on met des indications de lumière, le voilà. Est-ce que j'ai le design qui va avec? En fait, les personnages sont dans des sortes de robots géants. Bah tu vois, dans ce plan-là, on a Sela, c'est le personnage qui est dans le plan, qui est dans son robot. Et ça, c'est l'intérieur du cockpit, tu vois. Ouais. Donc avec diverses indications. Là, c'est l'épisode, le plan numéro 37. Et ça, c'est le temps que ça dure. Donc 8 secondes et 12 images. Ce qu'on demande à l'animateur, c'est en fait de gérer tout le plan. C'est-à-dire que s'il y a des FX, tu proposes des FX. S'il y a des mouvements de caméra, tu les fais. Nuki, ça veut dire que là, c'est transparent parce qu'il y a une vitre. C'est le nom du personnage, c'est là. Et son cello qui va bouger, son niveau d'animation qui va bouger, on décide que c'est le A. Alors voilà, donc on est sur la première pause. Deuxième pause, elle se relève avec des échecs dentaires pressentis. Ici, là, ouais. Ouais, ça c'est clair. Alors, je sais... Parce que c'est la frange qui bouge. Elle réfléchit à sa vie. Et après, elle dit non. Non. Je sais plus ce qu'elle dit. Dans cette description de plan, là, je vous ai montré le pack design et mes premières poses d'animation. Mais en fait, ça ne marche pas si on n'a pas une feuille d'expo. Alors, cette feuille d'expo, elle est bien de l'épisode 26, mais c'est pas ce plan-là. Donc ça, c'est la timeline, en fait. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui de regarder des documents comme ceux-là, parce que ils sont toujours utilisés au Japon, mais en format numérique, beaucoup. Au Japon, encore, sur la production de séries, l'enregistrement des voix se fait souvent après l'animation. Ouais. Ça, c'est du temps qui défile. Techniquement, sur une feuille d'expo comme ça, on arrive à 144 images. Donc en 24 images par seconde. Le temps que ça dure, 4 secondes. Normalement, il y a mon nom ici, Anaïsou, mais il a été écrit là. Voilà. C'est le numéro d'épisode, cut 42, machin et tout. En général, on pose nos feuilles d'anime là-dedans, comme ça, là, pour rendre le plan. Et ensuite, c'est le chargé de prod qui prend. Donc, là, on a une colonne pour mettre les poses clés. Et éventuellement les différents niveaux d'animation. Par exemple, j'ai un personnage A qui est sur le level A, et par-dessus ça, j'ai un élément B, par exemple un autre personnage ou une bouche, et ainsi de suite, un élément C1. En fait, on met les poses clés ici. Et si, par exemple, la pose 5 ne bouge pas pendant un certain temps, on va la noter comme ça, tu vois. Et après, peut-être qu'il y aura la 6 ici, et je sais pas, un inter là. D'accord. Et la 7 qui commence là, voilà. C'est un follow,
C'est-à-dire que on a un effet de décor qui défile pour simuler par exemple un personnage qui court, tu vois. Il se trouve que ça a l'air d'être d'un document préhistorique, mais n'empêche que n'importe qui retrouverait ça. Peut l'utiliser aujourd'hui. On peut fabriquer un plan. Au studio Disney, tu sais, ils ont leurs archives, ils gardent tout. Mm-hmm. Et ils gardent toutes les feuilles d'expo. Et maintenant qu'on est passé en HD, Super HD 4K, il y a tout un programme de renumérisation de toutes les animes qui sont sauvegardées dans leurs archives. Et à chaque fois, ils utilisent ça pour se fier, pour retrouver le bon timing des animes. Attends, et tout. tu veux dire qu'ils re-shootent les films en reprenant les pas les cellos films, mais les plans, quoi. Et c'est assez dingue parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que même eux, les animateurs, à l'époque, ils n'ont pas vu leurs plans avec la qualité qu'on peut les voir aujourd'hui. Ils ont sorti un docu sur Mickey où ils ont refait toute une partie du Brave Petit Tailleur avec juste les dessins d'animateurs et c'est incroyable. Ah, c'est génial. Tu vois, par exemple, en France, c'est vrai qu'on est un espèce de bassin d'influence entre ce qu'on a vu des États-Unis et ce qu'on a vu du Japon, principalement. Oui. Mais en même temps, il y a une sorte de French touch. Par exemple, quand tu vois, je sais pas, je prends un exemple assez parlant, genre le long métrage des Lascars. Ça raconte un contexte culturel complètement local. Ouais. Et en même temps, tu vois, dans la manière d'animer, il y a les deux influences qui se croisent, quoi. Carrément. Oh. T'as gagné! Je m'occupe de tout! Dans les œuvres américaines, en fait, tu sens que culturellement, le rapport au corps est différent. C'est-à-dire que souvent, en fait, pour mettre en avant un personnage, on va le voir évoluer donc en plan américain, c'est QFD, pour voir comment il bouge en fait. Avec les bras. Et pour voir à quel point il fait des expressions incroyables, etc. et tout. Mr. High and Mighty, we'd both be sailing out of here with a mountain of gold if you had just listened to me. Alors que, soit dans le cinéma, dans le dessin animé, au Japon, quand on raconte quelque chose, on raconte toujours aussi le contexte extérieur. Et en fait, il y a peu de scènes où il va pas y avoir un élément, au moins un ou deux plans qui racontent l'atmosphère globale de... Ouais. Et là, en fait, l'humain est considéré très différemment. Il y a quelque chose de profondément culturel là-dedans. Le personnage humain, il fait quelque part partie d'un tout, et on sent en fait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pas entre ses mains. En fait, sa destinée n'est pas toujours tout à fait entre ses mains. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que le personnage américain, par excellence, le rapport à la question humaine est différent. Il y a Dieu derrière, des choses comme ça, tu vois. Mais donc ça se ressent dans les œuvres d'animation, je trouve. Après, d'un point de vue technique, moi je vois des différences justement dans le timing. Le framerate des animés, par exemple, qui est globalement à 3 images, ils n'ont pas cette problématique de la fluidité du mouvement qui obsède un peu l'école Disney, par exemple. C'est vrai. Nous, on a été nourris à des séries japonaises qui étaient produites avec un budget assez réduit. Et les solutions qui étaient trouvées pour compenser tout ça, c'était des solutions graphiques, un peu même expressionnistes, à base de speedline, de choses comme ça. Mais le framerate, souvent, était parfois... Enfin, on avait des dessins qui étaient fixes longtemps, alors des mouvements où en fait les images sont exposées à 3, voire 4, voire 6 images sans intervalle, quoi. Et ça rendait fou notre professeur récurrent au Gobelin, Fred Nagorny, on l'aime. Bien sûr. Et nous, quand on était là en train de faire des projets un peu mangaïsants, alors déjà on était un peu des punks parce que c'était pas encore super bien accueilli à l'époque, tu vois. Et regardez nos feuilles d'expo, ils sont où les inters ? Vous allez pas me laisser un fixe de 3 images, là, on fait pas les Pokémon ici, tu vois. Mais vraiment, il était là, un fixe de 3 images dans l'œil de l'audience d'aujourd'hui. C'est tout à fait accepté d'avoir cette légère saccade. Voire même, ça peut être conçu comme quelque chose d'esthétisant. Par exemple, regarde... le film de Spider-Verse où ils ont remis en fait quelque chose... en fait, ils ont enlevé des images, alors que normalement, avec la 3D, tout est interpolé à l'image près.
Ils ont enlevé des images pour que ça ait cet aspect 2D. Whip and release it. Whip, release, whip and release. You're a natural. Whip, release. Au-delà même de la question du framerate, du timing, etc., on peut aussi aller voir l'expressivité dans tout ce qui est cinéma d'un peu plus d'arrêt d'essai, tu vois, parce que nous, on a la persistance rétinienne qui permet le cinéma dans notre œil, mais restituer un mouvement, c'est pas uniquement être réaliste, c'est être vraisemblant, c'est inventer des choses expressionnistes, tu vois, là, je pense à, par exemple, le film Kaguya. Ces traces de peinture comme ça, ou même de crayon, qui vont donner une vitalité extraordinaire dans les mouvements. C'est pas une belle description anatomique, c'est pas une question de réaliste ou quelque chose de... C'est vraiment comment est-ce que tu vas exprimer, en fait. Donc, je pense qu'on peut étendre la question du timing plus loin encore. Est-ce que exposer un dessin à 3 images, c'est déjà un fixe ? On peut dire qu'est-ce qu'on perçoit en fait, voilà, et ça aussi peut-être que ça rentre dans la question du timing, je sais pas. Ouais. Franchement, on peut s'arrêter là. Hein. Je crois que c'était une belle fin. Ouais, c'était une belle fin. J'ai fait genre point A, point B, point poésie. Voilà. Point philo même. Ouais, on est c'est parti ça. loin. Bah merci beaucoup. Mon anime de dingo, c'était pas simple de trouver une anime qui illustre le principe du timing. Alors je l'ai tout simplement animé en train de battre la mesure, en train de battre le rythme d'une musique. D'abord avec le bassin, puis la tête et le doigt. Quelque chose de très simple pour l'instant, mais qui va mener à la suite de l'animation pour le prochain principe. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et m'écrire un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le prochain principe. Des bisous, ciao.